Mohamed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de lundi. On va faire une courte vidéo aujourd'hui. On va regarder et analyser le graphique de Bitcoin et constater une terrible nouvelle. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on en parle et on le constate aujourd'hui et le cours en fait éclat. On va parler de tout ça dans cette vidéo, ça va prendre une vingtaine de minutes. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et demain, lors du live, on reprendra ensemble cette stratégie de façon extrêmement précise et extrêmement succincte. Et on va faire quelques petites analyses sur nos actifs préférés, notamment des crypto-monnaies du top 100, qui sont actuellement dans de magnifiques configurations, notamment de retest par rapport à des structures qui ont déjà été faites. Dès lors, c'est haussier. On va parler Bitcoin. Ici, on est en train de constater quelque chose, puisqu'il y a la clôture donc mensuelle, c'était avant-hier dans la nuit, et on constate une magnifique pattern qui s'appelle, alors, le terme exact, c'est Marubozu. Mais on le dit souvent dans le jargon des analystes financiers, notamment crypto-monnaie, un marubozu. C'est plus rigolo, c'est plus marrant, mais le terme exact, c'est marubozu. Et c'est une pattern de neutralité, de polarisation. Et ça fait quelques jours qu'on en parle ensemble sur cette chaîne, et notamment sur Twitter, qu'on est en train de polariser actuellement le sentiment. Et souvent, d'un point de vue psychologique, on dit souvent, et je dis souvent, que le marché a tendance à monter avec un minimum de personnes, mais descendre avec un maximum de personnes. Et je pense que la majorité n'est toujours pas arrivée sur ce marché. Et ça, on le voit, notamment par rapport à des pics de notoriété qu'on peut trouver sur Google Trends. Si vous mettez Google Trends et vous mettez Buy Bitcoin, par exemple, acheter Bitcoin, vous voyez qu'on est plutôt en déclin. On est en train de dégrader au niveau de l'influence que Bitcoin peut avoir actuellement au niveau de Google. Dès lors, il ne faut pas espérer repartir avec des bougies vertes de 50% d'augmentation. C'est peut-être encore un tout petit peu trop prématuré. Néanmoins, on est plutôt dans une forme de neutralité. Mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le bottom. Pour la simple raison qu'on a un objectif de cours. Ça fait quelques jours, peut-être quelques semaines qu'on en avait déjà parlé ensemble. Aux alentours des 52 000 $, ce serait quoi? Ce serait le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Donc on va essayer de le reprendre ensemble si je l'ai ici, voilà. Premier arrêt de tout le précédent mouvement, de l'entour des 52 000 $. Vous avez également un magnifique déséquilibre de marché qui se trouve exactement sur ce premier arrêt. Vous avez aussi un pullback potentiellement d'une trendline qu'on peut avoir dit historique. Elle est juste ici. Vous l'aurez en fait, vous voyez cette trendline jaune là, on avait d'ailleurs mis il y a plusieurs temps de cela les objectifs de cours par rapport à des points d'alerte et d'action mécanique automatique sur ces actions de prix aux alentours des 52 000 $. C'est une trendline historique que nous avons et qu'on avait tracée ensemble depuis maintenant bien longtemps, qui fait office de support et résistance depuis maintenant plusieurs années. Et ça peut être aussi un objectif de cours, donc partez du principe que l'achat ici, pour des investisseurs ou des traders avertis, serait quasi automatique. Bien évidemment pas all-in, mais clairement ce sera automatique pour jouer le swing. Et je le prendrai, personnellement, c'est le cours vient à moi. Il y a également une petite trendline de momentum, donc je crois que je l'avais juste ici, par rapport, vous voulez, ce canal ici, ce canal ascendant, qu'on avait tracé ensemble, avec une grosse zone de volume exactement ici. Il faut quand même imaginer qu'au niveau du volume profile, je ne sais pas si on peut le reprendre ici, je ne sais pas si ça va se charger tout de suite, mais j'aime beaucoup le regarder et ça permet en fait de mettre en perspective ce qui s'est passé sur ce marché si on le prend en fait depuis le début de la hausse. Vous voyez juste là au niveau du volume profile, il y a quasiment autant de volume profile sur 3 bougies ici, donc 3 semaines, que ce qui aurait quasiment pu en avoir encore précédemment dans tout ce range. Alors en termes de cumul, la réponse bien sûr a plus de volume dans ce range, mais la pression qu'il y a eu, la confrontation qu'il y a eu sur exactement ce niveau de prix des 52 000 $ a été clairement catalysant. Donc on peut très bien aller la tester, donc tester la vélocité des acheteurs ici, donc des boules, et si ça venait à tenir, l'objectif qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est de faire un nouveau sommet, un nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que tant que le premier arrêt tient, et le premier arrêt de tout le précédent mouvement, l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut, et vous avez également un support dynamique ici qui est représenté par la King June en rouge. Bon, ça c'est côté technique. Maintenant, on a des objectifs. On avait des objectifs haussiers, on avait des objectifs baissiers. D'ailleurs, on l'avait donné juste ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport à notre triangle de contraction qu'on a résolu, tout simplement.
bah, ici à la baisse. Donc on aurait pu éventuellement essayer de jouer des fake-out par rapport à des news contrariennes. Bon, finalement on fait le pullback, donc je ne l'ai pas touché. Hein. Depuis qu'on l'avait tracé ensemble, moi j'ai rien touché du tout. Donc on avait en fait cassé, on a le signal ici baissier. Généralement les patterns sur des triangles de contraction dans des flux acheteurs, bah, c'est logiquement haussier. Donc on aurait pu s'attendre à une accélération haussière. Donc on aurait pu éventuellement jouer par rapport à ces réintégrations du range précédent une hausse pour aller casser les nouveaux plus hauts. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement, le marché en a décidé autrement. C'est pour ça qu'on met que 0,3, 0,5 d'idées dans une idée de trade, de dessous dans une idée de trade. On ne met jamais all-in, sinon on se fait rect beaucoup trop rapidement et c'est généralement ce qui se passe pour malheureusement beaucoup de débutants. Donc faites attention à ça. Maîtrisez bien votre taille de position. On le fait très régulièrement sur la chaîne des rois du Bitcoin. Donc prenez votre temps, vous avez complètement le temps. L'objectif c'est de créer des setups de trading et de les reproduire 100, 150, 200 fois d'affilée. C'est ça l'objectif et d'en tirer un rendement. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, on a quand même cet objectif de cours qui est aux alentours des, étonnamment, 52 000 $, encore une fois, par rapport à des prises de profit complètement évidentes sur ce BTC. Ce qu'il faut bien regarder également, c'est que nous avons laissé des stops complètement évidents. Évident. Ici, ce sont des stops évidents au-dessus des précédents highs. Ici, on était parti les chasser. D'ailleurs, je m'étais fait prendre un break-even par rapport à mon petit short que j'avais pris. Encore une fois, Hermès, tu as eu raison un tout petit peu trop tôt, mais j'étais passé en bénéfice. Je n'ai pas pris le suivant, tout simplement, parce que pour moi, ce n'était pas assez intéressant et on s'était fait une dérouillée littérale sur nos cryptoactifs préférés qui ont beaucoup plus dérouillé. Donc, c'était plutôt intéressant de prendre des shorts du côté des altcoins plutôt que de Bitcoin. Mais j'ai tenté le coup par rapport à des confluences que j'avais vis-à-vis notamment des options et on va les regarder après pour éventuellement essayer de nous donner un tout petit peu de sourire dans ce monde un petit peu dégradé actuellement, notamment du côté des marchés actifs, des crypto-actifs. Et on continue tout simplement à aller grind, à aller chercher cet objectif de cours et on laisse des stops complètement évidents. Donc on vient les chercher tantôt, mais on les recrée derrière. Donc c'est clairement une manœuvre donc, de machine à laver psychologique, mais on comprend bien ici que ce sont plutôt des gros portefeuilles qui sont à la manœuvre. On vient parfaitement chercher des toutes petites poches de liquidité pour sortir les traders un petit peu trop avertis et un petit peu trop engagés. Et derrière, on retourne le marché doucement mais sûrement sur des retracements de Fibonacci, notamment bien connus des institutionnels, généralement sur les 0,50 de tout le précédent mouvement. Et quand vous avez beaucoup de 0,50 du précédent mouvement, partez du principe que c'est souvent en fait une initiation d'institutionnel. Et ici, les 0,5, on ne vient même pas chercher une zone de rechargement de vente logique. Généralement, c'est qu'il y a des instits qui sont quelque part. On a exactement la même chose juste ici, me semble-t-il. On vient chercher par rapport à ce petit retour ici. Est-ce qu'on pourrait éventuellement l'obtenir? Voilà, juste là, vous voyez là? Par rapport à ce tout petit mouvement, encore une fois, on vient pile chercher les 0,50. Bon, grosso modo, ce sont des gros qui sont derrière. L'objectif, c'est de nous faire bien évidemment capituler. Et encore une fois, suivez votre plan. C'est celui qui gagnera, bien évidemment, à la fin. Néanmoins, même si on a une pattern pour une fois qu'elle fonctionne par rapport à ce triangle de contraction vis-à-vis d'une résolution. Donc on n'est toujours pas arrivé à chercher l'objectif de prix aux 52 000 $. Mais si on s'arrête ici et qu'on tente de réintégrer le range précédent, partez du principe que c'est pour aller faire un nouveau sommet. Au moins, vous l'avez. Ce qui est dit n'est plus à dire. L'objectif, c'est clairement ici que les boules reprennent le momentum. Mais actuellement, sur des petites time frames, qu'on le veuille ou non, ils l'ont pas. Que ce soit sur Ichimoku, Kinkoyo, généralement, c'est là où ça commence un petit peu à grigner. On vient de casser la SSB, on peut aller chercher les objectifs de cours un petit peu plus bas et il faut passer sur une time frame suffisante, un petit peu en weekly ici pour aller chercher la King June, tout simplement. Il y a eu le FOMC hier et Jérôme Powell a dit exactement ce que la grande majorité du consensus avait dit. Tant qu'il ne voit pas une inflation qui est réellement en dégradation, il ne va pas bouger. S'il ne voit pas un chômage qui commence à péter les plafonds, il ne va pas bouger. S'il ne rentre pas pleinement dans la récession, il ne va pas bouger. Ça fait des mois qu'il dit exactement la même chose. On fera en fonction des objectifs que nous voyons, en tout cas par rapport aux data que nous avons et que nous observons. On les reprend ensemble. Il y a 3 choses qu'il faut regarder par rapport à l'économie réelle et par rapport à l'économie mondiale. Macroéconomie ici, la croissance, elle est en déclin. 4,9, puis 3,4, puis 1,6, nettement en dessous du consensus. Le marché sanctionne l'inflation, moins 0,1% en dessous du consensus, sur une inflation notamment du PCE Core qui reste stagnant. C'est vraiment, on est encore une fois à l'équilibre, et ça ne plaît bien évidemment pas à la Fed, donc ça ne plaît pas au marché. Côté emploi, on est encore à l'équilibre. Il n'y a pas une forte dégradation, une forte augmentation, donc aucune raison que Jérôme Powell réagisse. Dès lors, le consensus est complètement respecté. Et on peut éventuellement constater ici que
par rapport à ce qu'on est en train de visualiser d'un point de vue technique, bah, qu'on a fini ces 5 flux haussiers. Donc félicitations. Voilà, les 5 flux haussiers sont, les 3 flux haussiers, pardon, sont terminés. Premier flux, ici second flux, ici troisième flux. On aurait pu éventuellement le constater comme ça. Ça avait été difficile ici de bien le représenter. Ça avait été difficile émotionnellement pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai exactement le même discours à ce moment-là. Ça reste haussier. On va probablement se prendre des flux baissiers. Mais généralement, il y a un troisième flux. Et généralement, le troisième flux est le plus puissant. Bon, bah, censé de constater qu'on est peut-être en train de le terminer actuellement, ce flux. Dès lors, on va s'en prendre 2 correctifs. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a le premier flux qui est en train de se mettre en place. On attendra éventuellement un rebond, puis un second flux correctif. Donc, ça peut être premier arrêt, ça peut être éventuellement 0,50, ça peut être éventuellement dans des trous de volume profile ici sur la target NMS aux alentours des 32 000 $, mais évidemment que ce sera catalysé. Dès lors, si vous voyez le prix faire ça, c'est ce qu'on appelle clairement de l'incitation à l'achat. Il faut vraiment le comprendre. D'ailleurs, on peut aller même plus loin, partir du principe que même si on fait un nouveau plus haut, on est toujours dans des espèces de schémas de wake-off et on atteindra peut-être la phase C possiblement. Il y a généralement des tests pour aller rechercher le momentum, en tout cas la neutralité par rapport à ce range, et les décisions se prennent dans ce range ici, tout simplement. Et généralement, on pourrait éventuellement en entrevoir des formes de distribution ici, et la distribution, comme la réaccumulation, ne se font jamais au sein des ranges, se font lors des résolutions. Je m'explique, on ne va pas le refaire ensemble par rapport au PSI, BC, AR, ST, etc. Ce n'est pas le plus important. Il faut juste comprendre qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est OK, on grind, OK, éventuellement on remonte, OK, on refait. Et là, hop, ici, on consolide et les plays sont pris sur les résolutions pour jouer les accélérations. C'est exactement la même chose ici. Derrière, on break, derrière, on consolide et les plays se prend généralement dans les accélérations, tout simplement. Donc, est-ce que ça va être au nord, est-ce que ça va être au sud? Personnellement, je suis boule, donc je pars du principe que c'est de la réaccumulation. Si certains y voient de la distribution, bah why not? En tout cas, vous avez probablement raison, il y aura des flux baissiers pour pouvoir faire respirer ce marché, tout simplement. 2 petites news et on finira là-dessus, mais juste avant, on fait un peu d'order flow et ça m'a fait sourire. Et vous avez raison, hein, Marstouf qui m'a fait sourire encore il y a 48 heures. Pour dire, bah, c'est pas prêt de remonter, vu que tous les retail, ou en tout cas les plus petits portefeuilles, se mettent à l'achat extrêmement facile pour acheter ce dip. Et oui, encore une fois, ça se vérifie. Il y a tout le monde qui vend, sauf les petits portefeuilles qui se réveillent dans l'espoir d'acheter ce dip. Et on peut faire une corrélation directe par rapport au flux que j'avais représenté ici. Alors, je vais peut-être pas aller je vais aller sur du 24 heures. Je pense qu'on le verra beaucoup mieux. Vous allez voir, c'est extrêmement limpide. Voilà. Bon, bah, grosso modo, j'ai bien l'impression qu'il y a des gens qui, encore, sur des toutes petites timeframes, essaient d'acheter le dip, essaient d'acheter le dip. Et on le voit très très bien, sur du 3 jours également, où il y avait en fait du jaune qui se mettait à chaque fois sous les creux, sous les creux, sous les creux, sous les creux. À partir, voilà, c'est ici, du gros jaune, du gros jaune, du gros jaune. Alors il y en avait encore plus à ce moment-là, quand on est parti les chercher. Donc c'est juste en fait un aspirateur, il faut le comprendre comme un espèce d'aimant à court. Le marché se nourrit des liquidités là où c'est le plus rentable pour lui. Eh oui. Maintenant, est-ce que la contrepartie acheteuse au niveau du spot est suffisante pour pouvoir laisser gagner des acheteurs en fort levier? Parce qu'on peut partir du principe qu'il y a quand même pas mal de leviers qui se mettent en place ici, avec des open interest qui augmentent encore une fois. Juste ici, on le voit très très bien. Je ne sais plus où c'était. Voilà, ici, on avait les open interest qui continuent à augmenter. Ici, vous avez les top traders qui commencent à s'y mettre. On est ici dans une situation où l'offre est prépondérante par rapport à la demande. Vous avez le CVD spot qui est en train de décliner et vous avez des fundings qui sont positifs. Dès lors, ça coûte de l'argent d'acheter ce marché. De faire des leviers, et ben les fundings sont positifs. Et on le voit très très bien d'ailleurs, juste ici, que ces fundings sont positifs. C'est clairement pas ce qu'on veut voir. Sur 7 jours, on voit le cours se dégrader et les fundings sont encore positifs. Alors je vous montre un petit peu comment ça, généralement ça se finit sur des petites time frames. Je vous le dis en toute franchise. Et c'est clairement ce que je joue personnellement. Et je le jouerai, soit dit en passant. On peut dégrader, on peut remonter, on peut dégrader. Et d'un coup, on fait un truc comme ça. Voilà. Alors là, si vous voyez un funding complètement négatif, avec $1 milliard de liquidation, etc., partez du principe qu'on a pu en fait trouver le bottom. Et les marchés crypto qui sont relativement plus liquides, même si aujourd'hui Bitcoin l'est de plus en plus, partez du principe, alors ça veut dire qu'on aurait éventuellement le bottom. On peut avoir un deuxième flux baissier éventuellement, mais on serait potentiellement protégé par rapport à une mèche qu'on appelle une mèche liquidative. On pourra presque dire que les mèches sont menées à être mangées, etc. Mais ça, c'est le cours qui nous le dit. Généralement, on est plutôt bien protégé si on a des stops larges, si on observe ce type de choses, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagné.
Et ça veut dire qu'on peut malheureusement s'y attendre. Donc faites très attention, on n'achète pas ce dip debout sur la table. Et d'ailleurs, on en avait parlé par rapport à Hong Kong, 120 millions de dollars. 120 millions de dollars quand même, le premier jour, c'est juste formidable. Mais ils achètent où les Asiatiques? Ils ne sont pas plus bêtes qu'un autre. Ils achètent sur des poche de liquidité, et on est en train de vivre cette poche de liquidité aux alentours de 57 000 dollars. On l'avait vu ensemble, et ça, vous pouvez prendre du côté de Trading Light. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, mon Trading Light. Et je l'ai paumé. Ah, voilà, il est ici, regardez. Tels des ordres qui sont positionnés un petit peu comme des pistes, un petit peu comme le petit poussé. Regardez à quel point c'est chirurgical, et à quel point ça bosse. Et pourtant, vous n'avez pas beaucoup de Bitcoin, hein. Vous avez 1800 Bitcoin qui étaient positionnés là. Je sais pas, on dirait en fait que sur OKEx, on laisse des ordres pour dire ici, on arrache tout ou ici, on aspire tout. Et vous voyez en fait que ça tente en fait de réagir. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le bottom, mais ça veut juste dire et ça donne des pistes de réflexion qui permettent en fait peut-être de façon cohérente et rationnelle de mieux se positionner là où c'est le plus difficile et le plus ardu de se positionner généralement dans ces poches de liquidité. En tout cas, eux s'y sont positionnés. Après, les prochains, c'est 41 000 dollars. Mais sur ces niveaux de valorisation, je ne dis pas qu'on ne peut pas y aller, je dis juste que ce sera très fortement dit catalysé. Deux news, et on finit là-dessus. La première, c'est que CZ prend 4 mois de prison. On était d'ailleurs un des rares au niveau de la communauté d'en discuter pour dire qu'il avait pris 4 milliards. Alors on ne sait pas trop si c'est 4 milliards, 4,2, 3,1, 2,6, on s'en fiche un petit peu. Il a pris plusieurs milliards d'amendes par rapport au blanchiment d'argent et éventuellement au financement du terrorisme, parce que vous mettez à peu près tout dans le même panier au niveau des États-Unis. Et je lui ai dit, il n'est pas sorti d'affaire. Parce qu'après qu'il passe au niveau du tribunal, donc ça on le verra peut-être dans 6 mois, 1 an, il peut encore faire de la tôle, il peut faire de la prison. Bon, éventuellement le procureur demandait jusqu'à 3 ans de privot, il a pris 4 mois, évidemment que sa peine sera aménagée, c'est juste en fait une petite sanction symbolique, mais ça reste une sanction qui fait peur. Hein, dans le monde de la crypto, on part en prison, c'est un petit peu l'idée. D'ailleurs, vous avez encore une fois des informations, notamment qui sortent de Bercy, ça vous le voyez sur Twitter il y a encore 48 heures, où on va renforcer les contrôles sur les cryptophiles francophones qui, soi-disant, ne déclareraient pas suffisamment leur crypto. Bon, moi j'utilise Wildtalk, vous avez d'ailleurs depuis plus d'1 an le lien dans la description. Au moins vous n'avez pas de questions à vous poser par rapport à ça. Encore une fois, si vous devez déclarer, faites-le de bonne foi. Ça fonctionne toujours. L'objectif, c'est toujours d'être de bonne foi. On peut se tromper, l'erreur est humaine. Et d'ailleurs, vous l'avez sur le site des impôts. Je ne sais pas si vous avez fait récemment votre déclaration d'impôt, mais vous avez le droit à l'erreur. C'est marqué noir sur blanc, le droit à l'erreur. Donc, soyez de bonne foi. Ne cherchez pas à contourner, à manœuvrer au niveau de la fiscalité. Et si vous n'êtes pas en accord avec les lois fiscales françaises ou dans le pays là actuellement où vous résidez, partez tout simplement. Partez. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et si vous n'êtes plus en accord avec la redistribution d'imposition ou votre système dans lequel actuellement vous résidez, prenez les valises et partez, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et si vous ne le souhaitez pas, alors soyez de bonne foi et soyons bien évidemment de bonne foi, comme je l'ai toujours été et comme j'essaie réellement de vous le partager. Je pense que c'est vraiment très important. Je vous parle d'expérience, hein, parce qu'on ne gagne pas contre le fisc français. On ne gagne pas contre le fisc tout court, soit dit en passant. Donc c'est dommage de se prendre des douloureuses alors qu'on essaye quand même d'être bonne foi. C'est pas très grave, mais la bonne foi est généralement bien perçue par l'administration fiscale. Deuxième petite news, enfin, c'est d'ailleurs pas une petite news, c'est une énorme news. Soit dit en passant, c'est du côté des ETF. Bon, ça fait des mois qu'on le voit, ça fait des mois qu'on en parle, et ça, c'est assez fou, parce qu'on vient d'avoir des sorties, des outflows du côté de BlackRock. Bon. Il y avait eu 0,00000, on en avait parlé d'ailleurs mardi à midi avec les académiciens, pour dire je ne m'explique pas le fait qu'il y ait 0,00000. Et je voyais de plus en plus sur Twitter, comme quoi en fait le site de Farside était tout simplement caduque, il ne marchait pas. Bon, en fait, j'ai compris le système. Je ne vais pas le faire ici en hyper détail, mais je vous explique juste le truc. C'est que quand vous avez en fait des outflows ou des inflows, c'est par rapport au nombre d'actions qui sont par paquet et distribuées aux investisseurs. Donc, je vous explique. Alors, je ne connais pas les chiffres exacts, mais partez du principe que X millions de dollars correspond à 5000 actions de BlackRock par rapport au fonds ETF. Et tant qu'en fait, ces 5000 actions en plus ou en moins ne sont pas atteints, il n'y a tout simplement pas de flux. Alors qu'il y a des flux, hein, il y a des échanges qui se font
entre les investisseurs, achat-vente, etc. Ces deux ETF, c'est pas très cher en termes de frais, on le sait, c'est moins de 1% au niveau de la garde et c'est très peu en termes de transactions sur les brokers. À partir du principe que si on ne dépasse pas ce nombre de paniers, de paquets d'actions, et ben à ce moment-là, ça reste à zéro tout simplement. Et là, on voit qu'il y a une dégradation. Donc ça peut entraîner potentiellement un panic sell sur des personnes qui étaient peut-être un tout petit peu trop chaudes et un tout petit peu trop agressifs sur les ETF. On voit que Fidelity perd près de 200 millions de dollars. Bon, c'est la plus grande sortie des ETF. Et évidemment que ça se voit sur le cours. Quand vous sortez près d'un demi-milliard, ça peut éventuellement se voir sur le cours. Et malheureusement, les Asiatiques n'ont pas réussi à absorber cette pression vendeuse. Et on est en train de le voir. Dès lors, ça crée des opportunités. Et jouer ces opportunités. Vous avez tout sous les yeux. Vous n'avez qu'à attendre éventuellement des réintégrations, éventuellement des petites structures. Attendez que le cours vous donne vos confirmations. Actuellement, elles ne le sont pas. Si vous en vouliez une sur des toutes petites time frames, je vais essayer de la retrouver, mais ça fait très longtemps qu'on l'avait noté, ce truc-là. Je vais essayer de vous le redonner. Peut-être en daily. Je ne sais plus. Je vais essayer de vous le retrouver, ce que j'avais utilisé et ce que j'attendais depuis quelques temps. Je ne sais plus où c'est. Mais je vais vous le donner. Je suis sûr que je vais le retrouver. Voilà, si on prend encore une minute ensemble. Voilà, juste ici. On est là. Je m'étais mis en daily. Je me suis dit, bon, allez, on va chercher les fractales. Vous savez, les fameux premiers arrêts, etc. Et vous avez aussi des accélérations par rapport à tout l'environnement psychologique, etc. Peu importe. Vous avez en fait des falling wedge, Et qu'est-ce qu'on attendait par rapport à ce briquet ou réintégration? Une divergence. Ici, vous avez une divergence, regardez bien. Juste ici, divergence haussière. Donc juste ici, divergence haussière. Juste ici, divergence haussière. Juste ici, divergence haussière. Donc en fait, le cours fait un plus bas, mais ici, le RSI en daily fait un nouveau plus haut. Je me suis dit, on va faire exactement la même chose et on va attendre tout simplement cette petite divergence. Est-ce que vous voyez une divergence? Non. Dès lors, elle devrait arriver dans pas trop longtemps, je pense. Donc si vous voyez le cours continuer en fait à faire une forte accélération, on vient chercher en fait ici la survente. Et derrière, on voit le cours refaire un nouveau plus bas, mais pas un énorme plus bas. Ça veut dire qu'on fait un truc comme ça. Vous voyez? Ici, ce serait un bon play. Et puis juste, on fait un truc, regardez, on fait juste un truc comme ça. Hop, voilà. Et que ici, vous voyez le RSI qui fait comme ça. Donc vous aurez votre divergence haussière ici. J'avais dit baissière, mais non, c'est donc des divergences haussières. D'ailleurs, en parlant de divergence haussière, on peut en avoir une énorme actuellement, et je finirai là-dessus, et j'espère que je vous aurai aidé. Juste là, je crois qu'elle est en weekly. Voilà. Allez, je vous gomme tout. Regardez comme c'est un petit bijou. Ça, c'est très puissant, d'ailleurs. Alors, évidemment, on est en weekly, donc on ne sera pas à 100 $ près. Mais regardez bien ça. Vous avez en fait, au niveau du cours, une forte accélération, juste là. Et ici, au niveau du RSI, une magnifique divergence haussière dite cachée. Et généralement, ces divergences haussières dites cachées dans des intercycles, c'est extrêmement puissant. Dès lors, à quel moment on la confirme? Lorsqu'on viendra manger la clôture de la bougie, donc elle n'y est pas encore. Donc il faudra avoir la clôture en weekly, on ne sait pas où est-ce qu'il y aura la clôture en weekly, et derrière, il faudra avaler cette clôture-là, et ce sera extrêmement bullish, tout simplement. À minima, on ira faire un nouvel ATH, et ça peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne l'empêche. Je reste complètement haussier. On avait déterminé en fait ces zones d'opportunité. On ne fait rien dans les ranges, on va chercher les extrêmes. On est en train de travailler sur ces extrêmes. Si vous êtes plutôt range trader, vous attendez donc des réintégrations. Si vous êtes trader de tendance, vous attendez donc des premiers arrêts. Si vous êtes trader, vous avez compris un petit peu l'idée. Si vous êtes investisseur, mode dollar cost average, vous lissez votre prix vers le bas. C'est toujours très intéressant éventuellement de continuer sur ce principe-là. Merci à tous et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un petit peu moins de 25 minutes, j'espère que je vous ai aidé. On reste focus. Au niveau des ETF au comptant Ethereum, apparemment, ça s'éloigne de plus en plus. Dès lors, le cours semble le représenter ici au niveau d'Ethereum. Et dernière chose, parce qu'on parle beaucoup, je parle beaucoup de ça dans les vidéos récemment, par rapport à ces rotations entre Bitcoin et l'ensemble du crypto total. Je suis très heureux, et encore une fois, on entendra bien des clôtures, je ne travaille que sur clôture personnellement. Vous prenez le crypto total, vous voyez qu'ici, ça a fait un nouveau plus bas. D'ailleurs, on prend des profits vraiment. Donc on avait délimité ensemble sur des extensions de Fibonacci une zone de distribution possible, en tout cas de prise de profit possible. À chaque fois, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Vous avez un nouveau plus bas au niveau du cours. Mais ici, au niveau du crypto total, on est déjà en train de travailler ce premier arrêt. Ça reste fort et vous devez peut-être d'ailleurs le voir sur vos crypto-actifs préférés, que vous en avez déjà certaines qui ont repris peut-être 10, 12, 15, 16% et qui ne sont donc pas allés chercher les plus bas que ce qui n'avait été fait en fait il y a encore quelques jours en arrière.
Et c'est exactement ce qu'on faut observer. Cette forme de rotation entre Bitcoin, c'est bien, peut-être qu'il est allé au plus en haut, au plus haut potentiellement, et vous allez avoir... Les gens, en fait, ne vont pas sortir leur argent, si vous voulez, au niveau du marché crypto, parce que ça coûte de l'argent, si vous avez fait des profits, vous allez plutôt le réallouer, le faire ruisseler sur les crypto-actifs. Et ça, vous le voyez très très bien du côté de la dominance. Regardez bien ça, parce que honnêtement, c'est exactement ce qu'on attend. Une forme de diminution au niveau de la dominance. Alors oui, ça se pète la tronche de partout. Bitcoin se pète la tronche, Ethereum se pète la tronche, et ma crypto se pète la tronche. Ok. Ouais, mais ça se pète peut-être moins la tronche que Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est clairement ce qu'on a envie d'observer. Une dégradation au niveau de la dominance vis-à-vis de Bitcoin, parce qu'on le dit souvent. Et je clôturerai là-dessus, et honnêtement, j'espère que je vous aurai aidé. La première chose, c'est qu'on dit souvent lorsque Bitcoin perd 10, les altcoins perdent 30. Or, là, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Si Bitcoin a perdu 10, les altcoins ont perdu 7, en réalité, par rapport à la dominance. Mais dans les bull market ou dans les alt season, on sait clairement qu'on est dans la saison, c'est quand Bitcoin prend 10, nos altcoins prennent 30. Voilà. Donc actuellement, c'est peut-être encore un tout petit peu trop prématuré pour le dire. On essaye d'en avoir les premiers stigmates. Actuellement, sur les time frames en daily, à quel point c'est difficile, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de confirmation. Mais c'est des premiers signes qu'on peut éventuellement observer. Je vous donne quand même, puisqu'on est en début de mois, le potentiel clôture de fin de mois. Logiquement plutôt positif, si on regarde par rapport du côté des options, pour la simple raison qu'on a Max Pain Press autour des 65 000 $. Donc le cours devrait logiquement clôturer la fin du mois de mai, même si on va tous se revendre, et je le fais d'ailleurs sur Twitter. Sell in May, go away, ça veut dire pars en mai, prends tes valises et on reverra après l'été, grosso modo. Ça devrait quand même clôturer entre les 62 000 et les 69 000 $. Par rapport à la clôture du mois de mai, mais faites très attention parce que côté du mois de juin, on est plutôt sur des max à 47 000. Oui, ça devrait en fait logiquement continuer à augmenter. Donc actuellement, on voit 47 000, même s'il y a beaucoup d'options qui sont déjà positionnées sur le mois de juin, ça pourrait éventuellement monter à 49, puis 50, puis 52 et arriver en fait sur nos objectifs de cours par rapport à toutes nos confluences qu'on a énumérées en début de cette vidéo. Maintenant, je vous le dis en toute franchise, si on est bien sûr et on réintègre les ranges, etc., sur des niveaux de valorisation précédentes, ça peut être considéré comme de l'incitation à l'achat. Et les options qu'on peut éventuellement essayer d'utiliser comme une forme de boussole nous donneraient, tout simplement, ces deux flux baissiers. Voilà, fin de mois, puis retour pour le mois de juin avec un deuxième flux baissier. Voilà, à peu près 22 juin, vous voyez ici, à peu près fin juin. On serait peut-être aux alentours, premier arrêt, etc. Donc c'est pas complètement impossible d'observer ce truc-là. Et là, vous aurez tous les héliotistes qui seront très heureux. Pourquoi? Parce que c'est ma vague 4, c'est ma vague 4. On est tous heureux de voir la vague 4. Côté Wake-Off, on serait tous contents parce qu'on aurait eu les psys, etc. Et puis on aurait fait tout simplement les espèces de sauts, je sais plus trop quoi, baisser de la réaccumulation parce qu'on a fait un nouveau plus bas, etc. Tout le monde serait content. On aura des premiers arrêts, on aura des trendlines. Et très probablement, peut-être de bonnes nouvelles. Peut-être de bonnes nouvelles à ce moment-là. On sera là, bien évidemment, pour l'aborder ensemble. Je vous souhaite une excellente journée